Bonjour à tous, bonjour, y compris à ceux qui se réinstallent. Donc bienvenue dans la dernière conversation de cette matinée professionnelle de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Je suis Lucie Campos, donc directrice de la Villa Gilet ici à Lyon. Mais avant d'arriver à Lyon, j'ajouterais que j'ai dirigé un festival qui s'appelait le South Kent Kids Festival à Londres, qui était un festival d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse. C'est donc un plaisir particulier de me retrouver ici sur cette scène avec vous. Alors pour cette dernière séquence, on va parler fiction et réalité, toujours en suivant ce thème de l'illusion, qui est le thème qui nous accompagne toute la journée aujourd'hui. Et fiction et réalité avec trois intervenants qui nous viennent d'univers très différents. Alors dans l'ordre sur cette scène, tout au bout, Simon Falguière, qui est alors metteur en scène, comédien, auteur, un peu de tout, mais qu'on voit principalement sur les planches au théâtre et qu'on verra à partir de demain, et je crois du 5 au 12 avril, sur les planches du TNP. Simon Falguière va nous parler un peu de sa production Morphée, qu'on va voir la semaine qui vient, mais aussi de son travail plus global avec des publics jeunesse, ou peut-être pas que, comme on vient déjà d'en parler tout à l'heure. À côté de lui, Katrina Calda. Katrina est autrice d'abord publiée dans des collections plutôt adultes, chez Gallimard entre autres, enfin surtout, mais qui aujourd'hui nous vient pour parler de Alanga, donc publié aux éditions Siro. Alanga, c'est des livres qu'on appellerait plutôt young adult, destinés à un public donc intermédiaire, et on va réfléchir un petit peu à ce que représente ce public intermédiaire, en tout cas un lectorat jeunesse, mais pas que. À ses côtés, Hanna Arnesen. Hanna Arnesen est autrice-illustratrice, nous vient de Suède, avec le magnifique ouvrage publié chez Thierry Magnier, qu'on a là, Stardust, Poussière d'étoiles. Ouvrage publié donc par un éditeur jeunesse ici en France et dans plusieurs des pays d'Europe où elle est publiée, mais qui ne s'adresse pas qu'aux enfants. Il est lu avec passion, entre autres par notre équipe, mais il se lit également par les adultes, et on va parler de ce que représente ce lectorat mixte auquel elle s'adresse. Alors, entre moi et Hanna, Maëlle sera la voix française de Hanna puisqu'elle s'exprime en anglais. Merci Hanna d'intervenir parmi nous aujourd'hui et welcome. Première question, très simple. Vous travaillez chacun avec des publics jeunesse où vos créations s'adressent entre autres à un lectorat ou à un public jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce public-là et de ce travail-là? Simon. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet. Alors, donc moi, je fais du théâtre. C'est toute ma vie. J'écris des pièces de théâtre, je les mets en scène et parfois je joue dedans, pas toujours. Et j'ai toujours eu besoin... Alors d'habitude, je crée des pièces plutôt pour les adultes. La dernière création que j'ai faite était une pièce de 13 heures. Donc une aventure au long cours, plutôt pour un public adulte. Mais j'ai toujours eu le désir de revenir à l'enfance, de pouvoir aussi faire du théâtre pour un public jeune, enfin pour ce qu'on appelle du tout public, c'est-à-dire pour tous les âges. Mais à partir de là, la pièce que je joue au TNP à partir de demain est une pièce qui s'adresse à tous les publics à partir de 6 ans. C'était quelque chose d'important pour moi parce que mon rapport au théâtre est très lié à l'enfance. Ma découverte du théâtre, elle s'est faite dans l'enfance et ça a été le choc de ma vie. Et du coup, j'ai jamais voulu perdre cet endroit. Et puis, on le sait, pour faire un théâtre populaire, parce que je dirige aussi un lieu alternatif en Normandie, pour faire venir des publics nouveaux dans les salles de théâtre, faire des spectacles pour les enfants est une clé extraordinaire, puisque les enfants amènent leurs parents et amènent les familles, et permet de décloisonner des endroits publics. Voilà. Après, mon rapport à l'écriture et comment je m'adresse
à un public jeunesse, c'est très difficile. D'abord, j'ai adapté des contes. J'ai adapté Le Petit Poucet qui a été édité à l'École des loisirs. Et puis avec Morphée, c'est vraiment une création originale où il y a très peu de mots. Il y a une histoire au début, mais après, il y a très peu de mots parce que mes premiers grands amours, quand j'étais enfant, c'était des œuvres sans mots et beaucoup de Chaplin. Donc, l'endroit du burlesque et du burlesque et du rire pour parler de choses très graves, je voulais repasser par là. Et Morphée, c'est particulier parce qu'en plus, je suis seul sur scène. J'ai des comparses qui sont cachés derrière le décor et qui activent une sorte de grand décor magique, mais sinon je joue seul sur scène, puisque comme je venais de faire une pièce de 13 heures avec 17 comédiens, j'avais besoin de revenir un peu seul sur scène pour souffler un peu et de faire une histoire pour les enfants. Je regardais un peu les livres tout à l'heure et puis je vous écoutais sur la première table ronde et je me disais que c'était peut-être la chose la plus importante. Quand j'étais enfant, moi, mes parents m'ont lu beaucoup d'albums. Et ça a marqué, voilà, ça marque. Et tout le travail de la compagnie, tout ce que je fais, est toujours lié à l'histoire et à la fable, et donc à la fiction. Ce qui, à l'heure actuelle, est un combat très difficile à tenir. Parce que l'actualité est tellement violente, tellement dure, que des fois on se dit, mais qu'est-ce que je vais inventer une fiction maintenant ? Et c'est un combat de garder cette foi-là, de continuer à construire des fables. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander de réagir, juste avant de passer le micro, à cette phrase très évocatrice dont on a parlé dans le panel précédent. Anna Zeiler nous disait qu'elle avait programmé cette exposition dont le titre était « Pas de livre pour enfants ». Il n'y a pas de livre pour enfants, il y a de la littérature. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du théâtre ? Est-ce que vous diriez la même chose du théâtre ou en tout cas des pièces de cette pièce-ci avec laquelle vous travaillez ? Oui. La seule question qu'il y a, c'est de penser quand même l'endroit de l'adresse. Mais c'est très étrange que ce soit pour les enfants ou pour les adultes d'ailleurs, la question du choc esthétique. C'est très mystérieux. Moi, je me souviens de mes premiers grands chocs esthétiques quand j'étais enfant. En plus, j'étais un enfant très peureux. J'avais peur de tout. Et par exemple, il m'était impossible de m'emmener au cinéma. La taille de l'écran et la place m'enveloppaient complètement. Et du coup, je pleurais, je criais, on me sortait. Mon pauvre papa m'a emmené tant de fois au cinéma et m'a sorti au bout d'un quart d'heure à chaque fois. Et étrangement, le théâtre était l'endroit pour moi, ne me faisait pas peur. Parce que c'était du vivant, alors que pourtant j'ai vu des choses très violentes. J'ai le souvenir des adaptations d'Olivier Py, des contes de Grimm par exemple. Je devais avoir 7 ans à la création. Et c'était l'histoire d'une jeune fille, c'était sur les violences à la maison, dont on coupait les mains. Et elle avait des fils de sang qui sortaient de ses mains. Mais les fils de sang c'était de la laine rouge. Et puis il y avait un personnage de diable. Et ça, j'avais 7 ans. Et moi qui normalement avais peur de tout, ça me fascinait. Et ça a été un choc esthétique. Donc l'endroit de l'artisanat du théâtre pour raconter une histoire, c'est le même, oui, ça c'est sûr. C'est le même, c'est du théâtre. Et il ne faut pas avoir peur, en effet, de parler de tous les sujets les plus durs. Mais en même temps, il faut donner de l'espoir, je pense. C'est la question de est-ce que ça finit bien, est-ce que ça finit mal. C'est-à-dire que mes pièces sont très très mélancoliques, toujours, mais il y a quand même une notion de lumière. Et puis une autre notion très importante pour moi par rapport à mon endroit de travail sur le théâtre, c'est la question de l'émerveillement et la question que le théâtre doit être un palais des merveilles, comme disait Meyerhold, pour citer un grand nom un peu scientifique du théâtre.
Merci beaucoup. Alors la question des merveilles et du songe, on va y venir. Mais donc avant ça, cette question de la jeunesse. Katrina Calda, donc vous passez de ce qu'on appelle le roman adulte à ce qu'on appelle le roman jeunesse. Quelle est cette jeunesse? Pour quelle jeunesse écrivez-vous? Écrivez-vous pour les jeunesses? De qui parle-t-on? Bonjour. Alors pour répondre à cette question, c'est vrai qu'il faut que j'avoue en fait au départ que je suis un peu une transfuge du coup ici, mais très heureuse de savoir que je ne suis pas la seule, puisque effectivement j'ai écrit pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai envie de dire exclusivement pour les adultes, en ayant en ligne de mire ce public adulte, et puis évidemment en parallèle je lisais pour mes propres enfants. Mes propres enfants grandissaient, jusqu'à arriver à l'âge où on commence à fureter en librairie pour savoir ce que pourrait bien lire un ado de 11, 12, 13 ans. Enfin. Et à ce moment-là, je me suis engouffrée en fait, dans cette brèche, déjà en tant que lectrice de la littérature, alors j'ai envie de dire pour les adolescents, mais les jeunes ados, enfin pour les jeunes. Et je me suis... en fait, rendu compte à quel point cette littérature-là m'avait formée en tant que lectrice et finalement en tant qu'autrice. Parce que moi, je suis née en Estonie, donc c'était à l'époque de l'URSS. C'était une époque où en Estonie, les livres coûtaient très peu cher. Donc on avait une immense bibliothèque à la maison. Alors non pas que ma famille ait été une famille de lecteurs extraordinaires, mais en fait, il n'y avait rien à acheter dans les magasins et les livres étaient facilement accessibles. Pas tous les livres, bien sûr, tous les livres n'étaient pas traduits, tous les livres ne pouvaient pas être publiés en URSS, mais ce qui était publié, ça coûtait 1 rouble, quelques kopecks, et en fait, on achetait des livres parce que de toute façon, il n'y avait rien à acheter. Donc, si un livre paraissait, on l'achetait. Et donc, j'avais cette chance, en fait, d'avoir... très jeune à ma disposition une grande bibliothèque de livres jeunesse. Et ce que j'ai lu particulièrement avec beaucoup de gourmandise, ça a été en fait les romans d'autrices d'Europe du Nord, parce que ça, c'était publié, c'était traduit. Donc je pense à Selma Lagerlöf ou Tove Jansson, vous savez, l'autrice des Moumines, mais vraiment les romans des Moumines. Aussi des auteurs comme Astrid Lindgren, je crois que j'ai lu tout Astrid Lindgren quand c'est paru en estonien, et pas que Fifi Brin d'Acier. Enfin voilà, moi j'étais fascinée par Ronia, fille de brigand, par exemple. C'était vraiment mon héroïne. Voilà quoi, cette fille qui dit à ses parents, mais vous êtes vraiment trop stupides. Moi, puisque c'est comme ça, je pars vivre dans une grotte dans la forêt avec mon copain, parce que de toute façon vous comprenez rien. Donc voilà. Et puis eux, ils sont bien obligés, tout brigands qu'ils sont, de la laisser partir dans la forêt. Donc finalement, je me rends compte que toute cette littérature-là, tout cet imaginaire m'a énormément nourrie. Et quand je suis arrivée à ce moment de ma vie où mes enfants, en effet, étaient ados et que je relisais plein de choses, on va dire plus ou moins destinées à leur âge, en fait, j'ai eu une très grande envie comme ça, mais très spontanée, d'écrire aussi pour cette tranche d'âge-là. Et je me suis rendu compte que ce qui ressortait beaucoup à ce moment-là, ça a été cet imaginaire en fait, de littérature pour enfants ou ados d'Europe du Nord. Et je dois dire que justement, en Europe du Nord, et en tout cas en Estonie, je le ressens très fortement, il y a beaucoup moins, il me semble, cette scission. D'ailleurs, par exemple en Estonie, j'ai envie de dire presque, je sais pas, j'ai l'impression que la majorité des auteurs écrivent aussi bien pour les plus jeunes que pour les adultes. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et on questionne moins, en fait, cette scission. Les festivals sont très souvent des festivals où on va avoir les deux. Alors, il y a aussi des festivals pour la littérature jeunesse. Il y a un centre pour la littérature jeunesse qui est très actif à Tallinn. Mais on circule très facilement. En France, peut-être un tout petit peu moins, quoique j'ai l'impression que ça change assez fort, en fait. Et donc on en revient à cette question justement de est-ce que il faut penser les choses par catégorie en se disant voilà une littérature ou de l'illustration pour les enfants, une littérature de l'illustration pour les adultes. Est-ce que tout ça n'est pas en train de devenir très labile en fait? Après, je suis d'accord avec mon coéquipier, je sais pas comment dire, Simon, sur
cette question de qu'est-ce qui va distinguer in fine le lectorat. Je sais que j'ai eu tout un débat avec mes éditrices de chez Syros qui sont vraiment formidables sur, par exemple, la fin de la série Alanga, et notamment un des personnages principaux qui mourrait à la fin. Et l'éditrice m'a dit « Tu sais, Katrina, tu peux la faire mourir à la fin, mais je trouve que comme message, en fait, c'est un peu dur parce que c'est un personnage, c'était le personnage de Prunelle qui était un personnage qui c'est vrai, souffrait beaucoup, se retrouvait dans une espèce de relation perverse avec le tyran dans le livre, etc. Et elle me dit, en fait, si tu la fais mourir à la fin, le message c'est, voilà, elle a souffert de bout en bout et on s'en sort pas. Et c'est pas très drôle. Alors, elle m'a laissé la liberté de trancher à la fin, mais j'ai trouvé ça assez juste. Et on en revient à cette question de, voilà, on peut montrer des choses dures, on peut montrer la famine, on peut montrer le pouvoir tyrannique, etc. Je suis d'accord avec Simon sur le fait que c'est bien de garder un petit espoir et une lumière à la fin pour nous dire, voilà, on peut aussi résister, on peut aussi s'en sortir, et notamment avec la solidarité au sein de la communauté. Merci beaucoup. Hannah Arnesen, vous publiez ce magnifique Stardust, Poussière d'étoiles, qui a l'air d'un gros livre. Elle le tient là sur ses genoux. C'est un gros livre en nombre de pages, mais c'est un livre qui se lit comme un petit album, tellement on avance avec gourmandise dans les pages. Il se décompose en 3 lettres successives. Une première lettre à la planète, la nôtre, une deuxième lettre au lecteur et une troisième lettre à l'enfant qui va naître. Hannah, je vous pose la même question. Est-ce que ce livre est pour enfants ou pour quels enfants ou pour qui ? Yes, it's a good question. So with my earlier books, which is for smaller children, that I've been going around in libraries, I noticed how beautiful the book can be as a meeting place for different generations. And this has always interested me. C'est une excellente question. En fait, pour mes livres précédents, qui étaient plutôt destinés aux plus jeunes, je me suis rendu compte à quel point ces livres peuvent être un point de rencontre pour les générations. So I'm curious about these subjects that all generations have to handle. And I think culture in general is a very important space or room to be in together between generations. But when I made this book, I thought in the beginning maybe this was more for adults and young adults, maybe teenagers. But now, 1 year after its release, I have met, I think, ages between 8 and 96. And I'm very fascinated of how some question, because this book is about the planet, and it's about planetary grief, and I of course try to find some hope, and it's a subject that I think it's profoundly important for all generations, and I think we lack rooms to be in this subject together, not only in like the mental things around it, we know about the climate crisis, but to actually talk about how it feels to be in this time that is quite hard in many ways. And it's very interesting to meet different generations talking about this. Eh bien, j'ai toujours été curieuse de ce sujet. Comment est-ce que les générations doivent affronter des thèmes comme l'espace et l'espace qui se trouve entre elles, entre ces générations. Dès le début, au début, je pensais que ce livre allait plutôt être destiné aux adultes. Pourquoi pas aux jeunes adultes et pourquoi pas encore aux adolescents. Mais en fait, maintenant que ce livre a 1 an d'existence, je me suis rendu compte que j'ai rencontré des lecteurs qui ont entre 8 ans et 96 ans. Et je suis absolument fascinée
par cette rencontre des générations qui a lieu autour du livre, puisque ce livre parle de la planète, mais aussi du deuil qui est à faire de cette planète. Et bien sûr, j'essaye aussi de trouver un peu d'espoir, parce que c'est important pour notre génération. Et j'essaye aussi de me demander ce que ça fait de réfléchir à ces sujets, pas seulement mentalement, savoir comment ça fonctionne, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'on ressent lorsque l'on vit cette époque-là. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à se demander. Merci beaucoup. J'ai envie d'ajouter une question. Vous avez parlé d'espoir. Et en fait, et Simon et Katrina ont parlé d'espoir. Est-ce que parmi ces lecteurs entre 8 et 96 ans, est-ce que ces lecteurs ont perçu différemment le message d'espoir ou pas, qui est celui du livre? Yes, they do. So when I meet my readers, usually I first read a part and it's about climate change, and I ask them what they think about when they hear the words climate change, and then I get their answers about their worries. And I'm surprised, actually, because when I wrote the book, I thought people didn't care, because I just saw the politicians didn't care. But I realized that everyone I meet care a lot and worries a lot. But in the end of the sessions, I always ask, what gives you the feeling of hope? And then they share also with each other. And it happens something in a room where a lot of people share what gives them the feeling of hope. And I can see that the adults always answer very concrete, like this politician or sorting plastic, or like these concrete solutions. But the children, they answer dancing or family or summer. So they have this way of still being able to collect hope from everything, I think. And I think we have a lot to learn. Oui, en fait, lorsque je les rencontre, ces lecteurs, j'aime d'abord leur lire un passage qui parle du changement climatique. Et j'aime leur demander si ça les inquiète. Et je suis très surprise parce que je me suis rendu compte, qu'en effet, c'était un sujet qui intéressait les gens. Alors que quand j'ai commencé à écrire, je pensais que les gens ne s'y intéressaient pas du tout. Parce qu'en fait, j'étais focalisée sur les discours politiques. Mais je me suis rendu compte que en fait, les gens s'intéressent beaucoup à ce sujet. Ils sont très inquiets. Et donc, j'aime leur demander, mais alors, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Et ce qui est intéressant, c'est que les adultes vont toujours être dans des choses concrètes. Ils vont me donner des solutions sur le plastique, etc. Alors que les enfants vont me répondre que ce qui leur donne de l'espoir, c'est de danser, c'est la famille, c'est l'été. Et je me rends compte que les enfants ont cette capacité à rassembler, à trouver de l'espoir dans toute chose. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de cela. Merci beaucoup. Alors, tous trois ont répondu de manière à la fois espérante et inquiète sur les sujets qui sont les leurs, et vous nous obligez à donc aller directement à cette question. Quel est ce monde dont parlent vos œuvres, et de quel monde héritons, comment posez-vous la question, comment adressez-vous la question, qui est celle de savoir de quel monde nous héritons et quel monde nous allons faire hériter à nos enfants. Alors avant de répondre, parce que c'est une question qui est présente dans vos différents travaux, je propose qu'on regarde juste une petite minute du travail de Simon. Alors, je ne crois pas que ce soit enregistré au TNP, comme les rideaux rouges l'indiquent. Il est 14h35. Mais ce sera au TNP. C'est l'après-midi. Et le spectacle va bientôt commencer.
Merci beaucoup. Donc Simon, de quel monde, de quel rapport au monde nous parle ce spectacle? Il est 14h30. L'horreur de s'entendre. Alors déjà, vous voyez, je suis devenu blond depuis. Et il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup quand je vois cette petite vidéo. C'était vraiment la création. Vous savez, après les spectacles, ils évoluent, mais c'est que je l'ai créé, ce spectacle, dans le théâtre de mon enfance, justement. Je suis né à Évreux. Et ces chocs esthétiques dont je vous parlais, c'était dans le théâtre à l'italienne d'Évreux. Et la vidéo, c'est dans le théâtre à l'italienne d'Évreux. Donc le rapport à l'enfance, là, je le vivais plein de balles. Le rapport au monde, déjà ce que je voulais dire pour un peu rebondir avec tout ça sur la question de l'espoir, et aussi par rapport à la question du changement climatique, de tout ça, c'est la question du rapport au vivant. En fait, elle est là la grande question. Et quand les enfants répondent, c'est magnifique ce que vous avez dit, quand les enfants répondent, moi ce que j'aime c'est danser, c'est être avec ma famille ou c'est le soleil de l'été, c'est qu'en fait le seul espoir c'est le vivant. Et c'est pour ça, là, ce qu'on voit en plus, c'est une sorte de vidéo, c'est une vidéo de quelque chose de vivant. Donc, moi, je serais plutôt pour renier totalement ça. Mais pourquoi je crois encore au théâtre on pourrait croire que le théâtre est un art anachronique, mais il ne l'est absolument pas, puisque c'est justement l'art du vivant. Et que je crois que la jeunesse, mais les adultes aussi, ont un besoin absolu de revivre du vivant. Donc moi, je pense que l'avenir, c'est le théâtre. Vraiment. Et le théâtre et raconter des histoires. Le rapport à la parole aussi. Ma mère est prof de français. Pardon, je ne réponds pas du tout à votre question. Ma mère est prof de français et elle me raconte, elle travaille dans des collèges. Là, maintenant, bon, elle a déménagé, on s'en fout. Mais en tout cas, elle raconte des histoires. Enfin, non, pas du tout. Elle me raconte qu'il y a des enfants à qui on ne raconte plus d'histoires. Elle me dit, c'est la première fois que ça commence à venir dans ma carrière, je commence à voir ça. Et elle me dit que ce sont des enfants qui sont très déséquilibrés intérieurement. Parce que les histoires, avec tout leur lot de magie, qui est en fait la magie du vivant de l'espèce humaine, que l'on charrie depuis des millénaires, nous permet de nous rappeler à notre humanité. Et le théâtre nous rappelle à notre humanité aussi. Alors, par rapport au monde... Pardon, je suis trop long. Non, ça va ? Non, ça va. On raconte des histoires ici. Peut-être le rapport au monde, mais sous le filtre des histoires, c'est très bien. Oui, sous le filtre des histoires. En fait, très rapidement, la pièce de Morphée, je l'ai créée parce que je voulais faire une pièce sur les récits de la création du monde, les premiers récits de la création du monde. Et ensuite, il y a eu le début de l'invasion russe en Ukraine. Pas le début de la guerre en Ukraine, puisque ça a commencé en 2014, bien avant, mais le début de l'invasion. Et j'étais ému par ça. Je me suis souvenu que moi aussi, enfant, chaque génération, enfant, vit une guerre lointaine, je veux dire, pour nos pays. Moi, quand j'étais gamin, c'était le Kosovo. Que j'étais en CM2, il y avait la guerre au Kosovo. Et je me souviens que ça m'avait marqué beaucoup et que je n'avais pas vraiment les outils par rapport à ça. Du coup, je voulais en parler, mais en parler sans mettre de l'actualité, en passant par le prisme d'une histoire. Et en même temps, mourait un créateur que moi j'ai énormément aimé, qui s'appelait Renzo Gabriadze. Renzo Gabriadze, c'était un créateur de petits théâtres de marionnettes en Géorgie, à Tbilisi. Et il a construit un petit théâtre magnifique en bois dans lequel il faisait ses petits spectacles. Avec des petites marionnettes, il avait fait un spectacle sur Stalingrad où c'était une fourmi qui pleurait dans la neige. Magnifique. Et ce monsieur meurt au même moment, et du coup j'ai envie de faire une sorte d'hommage en mélangeant tout ça et au rapport à la filiation, etc. Donc c'est l'histoire d'un père qui amène sa fille dans le théâtre qu'il a construit. Le théâtre s'appelle La Baleine Bleue. Et dans le ventre de ce théâtre, il lui raconte la création du monde pour la rassurer de la guerre qu'il y a autour. Merci beaucoup. Katrina Calda, donc dans Alanga, alors on ne va pas dire ce qui se passe à la fin, ni même au milieu, mais dans Alanga, on a un monde où tout allait bien, et où on vivait plus ou moins en harmonie, jusqu'à ce que les choses changent. Et c'est au moment où tout commence à aller mal que l'histoire se déclenche. Et donc, de quel rapport au monde parlez-vous à travers cette histoire ? Oui, effectivement, ce qui se passe dans l'univers de Alanga, c'est qu'on vit dans une vallée qui est relativement isolée, on va dire, de la civilisation.
pour le dire de façon très grossière, isolée par une grande forêt à l'est, par des montagnes au nord. Donc on est vraiment sur un peu ce topos du locus amoenus, hein, presque d'un lieu idéal, si on peut dire. Alors c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, en effet, Lucie, tu as raison, il y a une rupture au tout début du récit, puisque il y a un tyran qui arrive au pouvoir. Alors il n'arrive pas par hasard au pouvoir, il est porté au pouvoir par le peuple, hein, bien sûr. Et ce qu'il va faire très rapidement, c'est qu'il va faire main basse en fait sur les ressources alimentaires, parce qu'il comprend très bien que celui qui contrôle les ressources et la production des ressources alimentaires très vite contrôle en fait la population tout entière. Et va empêcher toute velléité de résistance. Et je suis très contente que Simon ait évoqué en fait 2 notions essentielles aussi pour moi au moment de l'écriture de ce livre, le vivant et la question de la guerre. C'était vraiment des sujets qui étaient à l'arrière-fond de ma pensée tout le temps. J'ai écrit ce livre en grande partie en 2022. Donc 2022, voilà. Malheureusement, effectivement, retour de la guerre en Europe et en Ukraine. En tant que personne qui est née en Europe de l'Est, en fait, et dans un pays qui a été occupé en fait par l'armée rouge et dont l'histoire familiale a été marquée par ça, moi en 2022, j'arrivais même plus à réfléchir à quoi que ce soit. donc le détour par la fiction et par la fiction imaginaire, elle était importante pour moi pour pouvoir me réapproprier une parole par rapport à cette question de la violence, c'est-à-dire comment dire ça en fait, et pourquoi je parle de cette question de la guerre, parce que pour nous la guerre en Ukraine, en Europe de l'Est, ça nous rappelle très fort aussi l'Holodomor, en fait, la famine qui a été provoquée en fait par l'armée rouge, enfin par le pouvoir stalinien en Ukraine, puisque c'était une famine qui n'était pas que due en fait à des problèmes climatiques et donc naturels. Ça a bien été une famine qui a été en grande partie provoquée par une volonté politique en fait. Et c'est ce qui se passe dans Alanga. La population pourrait ne pas mourir de faim, mais on a une personne qui s'accapare les ressources, qui empêche en fait la communauté d'utiliser ces ressources. Et donc on va avoir un personnage qui va partir à la recherche de ressources ailleurs. Et donc c'est Anna, c'est un personnage qui a un très très fort rapport justement au vivant, puisque elle ne considère pas le monde vivant, le monde naturel comme une ressource, mais comme je dirais sa propre communauté en fait. C'est-à-dire que pour elle, la forêt a autant de raisons d'exister que les humains, les sources, les pierres, la pluie, etc. Pour ça, ce sont ses compagnons en quelque sorte. Ce ne sont pas des ressources qui vont permettre de créer une usine comme le veut Sixte, hein, le tyran, ou même de faire pousser des céréales. Ça ne se réduit pas à ça. Mais quand elle va partir dans ce voyage à la recherche, donc c'est une graine qui serait très nourrissante, qu'elle pourrait peut-être trouver dans le lointain Est sauvage, petit clin d'œil, et ben en fait elle va se rendre compte qu'il n'y a pas que chez elle qu'il y a cet accaparement des ressources, c'est-à-dire que c'est pas à un endroit on a un tyran qui s'installe et qui met en place un système politique perverti, non, parce qu'à un moment elle va passer, donc je sais pas si on a elle justement elle traverse la vieille voie Satar, elle arrive sur ce qu'on appelle les collines florissantes, qui sont plus du tout florissantes au moment où elle arrive, parce que là en fait on a tout un système financier qui s'est mis en place autour des canaux, autour de l'eau, mais comme ça existe en fait dans notre monde malheureusement, comme je l'ai découvert au moment de l'écriture de ce livre, notamment en Australie, on a eu toute une financiarisation de l'eau. Et du coup, en fait, c'est pareil, les paysans sont faméliques, leurs bêtes meurent de faim, enfin meurent de soif plus exactement, etc. Et plus elle avance, en fait, plus elle se rend compte que en fait, la nature peut offrir toutes les ressources qu'on veut. Si on n'a pas un système politique en fait, qui est là pour partager les ressources, on en revient toujours à la même chose, on en revient au conflit et à la misère. Et voilà, c'est un peu l'univers de Alanga et les sujets qui m'ont amené à écrire ça. Merci beaucoup. Hanna Arnesen, votre livre, la première section sur les 3 sections de votre livre Stardust est une ode visuelle à la planète Terre, dessinée de façon magnifique depuis sa toute première création et jusqu'à son évolution vers l'occupation humaine. De quel rapport au monde
parle ce livre? Quelles sont les questions que vous y posez? Yes, so actually I started to make this book because I had a conversation with my partner who studied sustainability and worked with sustainability. And when he talked about climate change, and he talked and talked and talked. And I realized that I didn't want to listen. And I didn't want to feel, and I didn't want to talk about it. Until the moment I hear myself like, yes, but we're all gonna die anyway. And when I say this, I realize I don't want to be this kind of person. But I really believe in the power of stories, so I thought, how can I tell about the climate change in a way that makes someone like me want to listen? And then I feel I have to get to know the planet. Who is the planet? So then I started this letter to the planet. Unfortunately, the planet cannot answer in words. But I tried to travel through time, through story, and see the childhood of the planet and the teenage of the planet and what happened in these different geological epochs. Related that to what you said, to build that relation to the living again. And I think maybe you start and then I continue. En fait, tout a commencé avec des conversations que j'ai eues avec mon partenaire qui me parlait de la durabilité, etc. Et il parlait, et je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'écouter. Et je me suis retrouvée à dire, oui, mais de toute façon, on va tous mourir. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'être ce genre de personne-là. Et j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais écrire une fable, une histoire qui pourrait aider quelqu'un comme moi à comprendre. Et j'ai commencé en me demandant comment j'allais faire ce livre sur la planète. Mais qui c'est la planète ? Et évidemment, elle ne pouvait pas me répondre avec des mots. Et donc, j'ai commencé ce voyage dans le temps autour de la genèse et de la jeunesse de la planète pour comprendre comment s'est bâtie cette relation avec le vivant et comment la rebâtir. And I think because I grew up with a grandmother who survived the Holocaust, so my family had a lot of stories, like a big love of literature, but it was also a lot of stories about death. And I became that kind of child who tried to find stories of life in the stories of death. And I think this book is a continuation of that, because we live in a time where it's a lot of hard questions. And it's a lot of hard questions also for the young. I have met 11-year-olds who said I hope the planet will survive a few decades so I can grow up. And that's a very strong thing to come from such a young child. And it's a lot of children, teenagers, and of course adults who are troubled. And in those times I feel that it's even more important to find also the stories of life. And that kind of hope that is not, because when I made this book, I didn't want to make an end that's but if we do this, everything will be fine. I think we need a deeper hope, a hope we can actually believe in. So I'm interested in those stories. Eh bien, en fait, en grandissant, j'ai pu entendre beaucoup d'histoires parce qu'il faut dire que ma grand-mère était une survivante de la Shoah. Et donc, dans ma famille, on a toujours beaucoup lu, il y a eu toujours beaucoup d'amour de la littérature, mais aussi beaucoup d'histoires qui parlaient de mort. Et je me suis dit qu'il fallait aussi trouver des histoires qui parlaient d'amour,
au milieu de toutes ces histoires de mort. Notre époque se retrouve confrontée à beaucoup de questions extrêmement difficiles. J'ai rencontré une adolescente qui me disait qu'elle espérait que la planète survivrait quelques décennies encore pour qu'elle puisse vivre un peu. C'est dur quand même d'être si jeune et de se poser des questions aussi terribles. C'est en fait toute cette génération qui se retrouve face à ces questions-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est encore plus important de trouver aussi des histoires de vie à raconter. Et je pense que c'est d'autant plus important de trouver aussi de l'espoir auquel on puisse vraiment se raccrocher, de l'espoir auquel on puisse vraiment croire. Merci beaucoup. Et donc, ma dernière question porte sur la fiction elle-même. Vous avez chacun parlé de la force de la fiction, de l'importance de la fiction, l'importance de raconter des histoires. Et donc, la fiction, pour nous littéraires, elle commence d'abord par la suspension de l'incrédulité. Ce moment où on entre dans la fiction, c'est un moment où nous, lecteurs, nous, spectateurs, on accepte de lâcher quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler chacun, avec vos outils, de la manière dont vous faites entrer dans un monde légèrement différent du monde réel, tout en évidemment l'interrogeant par les planches, par la création de mondes imaginaires, par le dessin? Simon? Oui, j'en parlais au tout début. Pour moi, c'est vraiment... En ce moment, c'est ce qui ça me triture, quoi, cette question-là. Je pense que c'est essentiel, qu'il ne faut pas perdre ça, mais qu'on est face à une vague en ce moment qui est si haute, si grande, la question du changement climatique, la question de l'instabilité politique, en France, en Europe, dans le monde. C'est très dur de... Mais du coup, la question, c'est comment... En fait, la vraie question, par rapport aussi à la fiction, c'est la question de la résistance. De réussir à maintenir une sorte de cap de résistance. Et c'est pour ça que je parlais de Renzo Gabriadze. Parce que Renzo Gabriadze, pour moi, c'est l'image pure de la résistance, en plus en Europe de l'Est, par rapport à ce que tu racontais. Et c'est, bon, rien ne va, mais je vais faire des petites marionnettes pour raconter des histoires pour un public de 20-30 personnes. Et ça me bouleverse. C'est vraiment c'est vraiment la chose qui me bouleverse. Et alors du coup, comment on rentre dans la fiction? En plus, moi, là, je suis dans l'écriture de mon prochain spectacle que je crée à Toulouse en novembre prochain. Et du coup, je ne fais que des allers-retours de comment j'assume encore la fiction. C'est ça, vraiment, je vous assure, c'est ma question du moment. Comment on fait encore pour assumer la fiction? Et en même temps, je sens que c'est trop important, quoi. Merci beaucoup, Catherine Calda. Comment est-ce que vous faites entrer dans la fiction, dans l'imaginaire? Question difficile. Mais en fait, je voudrais commencer ma réponse par une citation qui m'inspire beaucoup, mais ça paraît pas complètement la réponse, mais ça y mène. C'est Ursula Le Guin, qui est une grande autrice de science-fiction et de fantasy, qui écrit dans un livre qui s'appelle Le langage de la nuit. Elle écrit, j'espère que je vais restituer correctement, mais un enfant sait très bien que les licornes n'existent pas, mais il sait aussi qu'un livre qui parle des licornes, s'il est bien écrit, dit la vérité. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, et ça soulève cette question de pourquoi la fiction, comment la fiction aussi, comment, parce que finalement, comment est-ce qu'on donne une densité suffisante à un monde imaginaire pour que ce monde nous dise la vérité? Effectivement, il y a une suspension de l'incrédulité nécessaire au début d'une entrée dans un roman de fantasy, puisqu'on sait bien que Alanga, par exemple, n'existe pas, mais il y a des similitudes par rapport à des lieux existants ou des systèmes politiques existants. Mais cette suspension de l'incrédulité, en fait, elle va nous permettre une accélération. C'est-à-dire que
étant donné qu'on va dire en fait c'est pas grave si les licornes n'existent pas, on va faire comme si les licornes existaient. Et puisqu'on a posé ça ensemble avec le lecteur, la lectrice, et ben ça nous permet finalement d'entrer de plein pied dans des mondes imaginaires, enfin c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, avec tout leur décor, avec leur densité géographique, leur densité de climat, de culture, etc. Moi c'est ça qui m'intéresse en fait dans la création, on va dire pour les jeunes adultes, c'est ce qui m'amuse aussi beaucoup. Mais c'est pas que un amusement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que en créant cette densité-là, en donnant suffisamment de détails, en fait, de descriptions, d'éléments qui font que ce monde-là, il devient en fait crédible dans le cadre de l'imaginaire, et ben, on va pouvoir dire des choses aussi sur le réel y compris d'aujourd'hui, la question de la violence, la question de notre rapport aux ressources naturelles, etc., au climat bien sûr, par cette voie détournée. Merci beaucoup. Hannah Arnesen, je vous pose la même question. Donc, quels sont vos outils à vous? Yes, this book was actually a work of taking a lot of information that was non-fiction and transform it and translate it to story. And when I was a kid, I didn't like science in school. But when I read about it today as an adult, about how the planet was formed and the stars, and it was the most poetic thing I ever read. So what is then the transformation from how maybe science is taught in school, and how do you tell about it in a story? And for me, the dialogue between the text and the image is very important, because for me that's my theater scene. That's where like the magic can fall out. Like the text can work as a trampoline to make us like fall in to the image. And I just remember something when you talked, Simon, about I have a friend who works for, I don't know if you know Clowns Without Borders. They're like doctors without, they go to different areas where it's war or some kind of crisis, and they are doing clown. Clowns Sans Frontières. Yes, and she said, I asked how is it, and she said that someone had said that the Doctors Without Borders keeps us alive, but the Clowns Without Borders make us human again. And I think that fiction and stories is what can keep us human in these times. Yeah. En fait, ce livre, c'était vraiment l'idée de transposer énormément d'informations non fictionnelles en fiction, en histoire. Vraiment, c'était une traduction à faire. Quand j'étais enfant, eh bien, je n'aimais pas du tout les sciences à l'école. Mais maintenant, à mon âge, lorsque en tant qu'adulte, je me suis documentée sur la formation des planètes, des étoiles, etc., eh bien, j'ai trouvé que c'était la chose la plus poétique du monde. Et ça m'a fait me demander, mais comment il peut y avoir un fossé si énorme entre comment la science nous est enseignée et comment nous, on peut raconter une histoire à ce sujet. Pour moi, le texte, et puis c'est un peu ma scène théâtrale à moi, le texte peut être un trampoline qui peut nous permettre de sauter à pieds joints vers l'image. Et lorsque Simon est intervenu tout à l'heure, eh bien, ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a rappelé les clowns sans frontières qui interviennent quand il y a des guerres, des crises, pour faire rire les gens. Et il y a quelqu'un qui disait eh bien, les médecins sans frontières nous maintiennent en vie, mais les clowns sans frontières nous permettent de rester humains. Et je pense que c'est exactement le rôle des histoires. Elles nous permettent de rester humains.
Merci beaucoup. Et donc, c'est le moment où nous nous tournons vers la salle. Alors, le challenge était important de faire tenir en 3 questions l'ensemble de cet univers. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent s'ajouter aux miennes ? Vous avez chacun parlé beaucoup de l'impact que vos histoires et votre enfance a eu sur vos propres histoires que vous créez maintenant et sur votre art, je dirais même. Et est-ce que du coup vous considérez que si vous aviez eu je ne sais pas comment l'exprimer, mais par exemple, vous, Katrina, vous avez vécu la vie en URSS et vous, Anna, vous avez une famille qui a vécu la Shoah. Et est-ce que vous pensez que si vous aviez eu une enfance moins marquée par les atrocités ou les choses terribles que vous avez pu entendre ou vivre, est-ce que vous pensez que vos histoires auraient été différentes ou est-ce que vraiment ça fait vivre aussi vos histoires ? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, et sinon vous pouvez aussi y répondre. Voilà. Peut-être Katrina ? Alors, c'est une bonne question, mais comme je n'ai eu qu'une enfance, c'est difficile de dire quelle personne j'aurais été si mon enfance avait été différente. Alors, je nuance quand même, parce que moi, je suis née en 1980, donc pour moi, un peu comme pour Anna, malgré tout, on va dire que la terreur et la violence pure historique était plus de l'ordre du récit, mais je pense que c'est un peu ce qui nous relie, enfin, c'est un écho quand même entre nos 2 expériences, parce que c'est surtout la génération de mes grands-parents qui avait été très fortement marquée par les déportations de masse, effectivement, en URSS, même si encore dans les années 80, moi ce que je ressentais, c'était que mes parents étaient soumis en fait à une pression politique qui était très flou pour moi. J'arrivais pas bien à savoir d'où ça venait. Je l'ai su après en interrogeant. J'étais une enfant qui a beaucoup questionné qui posait les questions qu'il fallait pas poser, qui embêtaient tout le monde. Mais bien sûr que c'est quelque chose qui a irrigué ma création, c'est sûr. Parfois, j'essaye d'y échapper, j'ai envie. Mais pour vous donner un exemple, quand mon 3e roman est paru, c'était une dystopie, assez sombre, très sombre. Et quand c'est paru, je me suis dit super, enfin les critiques vont arrêter de dire ah bah oui, c'est l'autrice qui est née en Estonie et qui parle de l'expérience du totalitarisme et tout ça. Et puis les premières choses que les critiques ont dites, c'est ah, dans cette dystopie, on voit bien que se reflète en fait la ville soviétique très austère, etc. Je me suis dit, bon, donc on n'échappe pas complètement, en effet, sans doute à son enfance. Hannah ? Yes, I think they would have been different. I think for me, stories has always been a escape to other worlds. And I was very addicted to stories as a kid. I always listened to audiobooks because my family, they talked so much. And I always longed for my world and my silence. I had a lot of older brothers and I always walked around with these headphones with stories. And as an adult, I realized, of course, it's some kind of escape. So I think, yes, as an answer to your question, my stories would have been different. But I think also I think all childhoods have things to write about. It's about the perspective. Eh bien, oui, je pense que mes livres auraient été très différents si j'avais eu une enfance et une histoire différente. Je pense que les histoires, ce sont des échappatoires. En tant qu'enfant, j'étais vraiment complètement accro aux histoires. J'écoutais énormément de livres audio parce que ma famille parlait beaucoup, faisait énormément de bruit. J'avais des frères et donc je marchais avec mon casque sur les oreilles et j'ai compris, adulte, que c'était une façon d'échapper à cela. Donc oui, pour répondre simplement à votre question, oui, en effet, mes histoires seraient différentes, même si je pense qu'en fait, toutes les enfances ont leurs propres problématiques. C'est une question de perspective.
Merci beaucoup. Alors le temps est compté et on va devoir rendre le micro, mais avant ça, je voudrais remercier nos trois intervenants, ainsi que Maëlle pour cette traduction très efficace. Merci beaucoup. Donc merci aux trois. Merci Simon Falguer, Katrina Calda, Hannah Arnesen.